Bonjour, c'est PN Théorie. Donc aujourd'hui, un nouveau sujet très important. Il s'agit des biais que j'ai remarqués qui étaient récurrents en fait, chez les personnes qui ont été victimes d'agressions perverses, de manipulation, que j'avais remarqué aussi chez moi, et qui peuvent vous desservir en fait pour cette reconnaissance en tant que victime, reconnaissance de ce que vous avez subi comme une agression, parce qu'on peut vous dire effectivement c'est pas trop grave, etc. Et puis aussi faire reconnaître que la perversion existe. Parce qu'effectivement, j'ai remarqué que les personnes qui ont été victimes, c'est comme si elles devaient porter la preuve que la perversion existe, tant il y a ce déni dans la population. Et donc chez vos proches, chez toutes les personnes à qui vous pouvez effectivement raconter ce qui s'est passé, mais aussi, bien sûr, chez les instances qui sont censées aider, c'est-à-dire les services de police, donc qui prennent les plaintes, les services de justice et les services sociaux, et, chose plus grave, les psychologues. Et donc les éducateurs, etc., tous ceux qui travaillent dans le social en général. Donc je ne dis pas que c'est toutes ces personnes, mais enfin il y en a énormément, qui sont pourtant dans des instances, des associations qui sont faites pour aider les personnes, mais en réalité qui ne croient pas forcément à la perversion et qui croient plutôt, en fait, de manière inversée, comme si c'était des pervers eux-mêmes, ou alors parce que ils ont été très influencés par ces personnes-là, que ce sont les victimes qui, en fait, feraient exprès d'avoir été maltraitées, violentées, pour se faire plaindre ensuite. Voilà. Donc voilà, en fait, ce qui se passe, c'est quand même un comble. Ça, effectivement, je vous l'accorde. On est assez... enfin, on est déjà abasourdi lorsqu'on a été agressé, manipulé, et qu'on se rend compte que c'était le cas. Mais il faut en plus, et c'est ce que j'appelle le phénomène de survictimation, ou survictimisation, enfin on peut dire comme on veut, c'est-à-dire le fait qu'en fait on va devant des personnes qui sont censées nous aider, des instances, c'est-à-dire la justice, les psychologues, les gens qui travaillent dans le social, assistantes sociales, éducateurs, etc. Et en fait, on est survictimisé, c'est-à-dire que on ne nous croit pas. Alors, j'ai réfléchi à la question et il y a plusieurs choses qui me sautent aux yeux maintenant que j'ai pris assez de recul et que j'ai pu étudier le phénomène et pas seulement le dépasser après en avoir été victime, oui. Mais j'ai essayé d'étudier le phénomène sous l'angle sociologique. Parce que tout ce qui existait sur le phénomène de harcèlement à l'époque, donc je vous parle de ça il y a un peu plus de 10 ans, c'était uniquement la sociologie, enfin 10 ans et 20 ans, parce que j'ai étudié toute seule les choses en tant que victime pour comprendre, comme vous êtes en train de le faire certainement, mais ensuite j'ai repris des études et c'est là que j'ai enquêté sur les phénomènes de violence, le harcèlement et le harcèlement moral à l'époque. Donc en fait ça fait 10 ans que je travaille. Alors je travaille, j'en vis pas, je fais ça à mes moments perdus, mais j'étudie et j'effectue des recherches sur la perversion, sur ce qu'est la perversion, le harcèlement, tous ces phénomènes afférents. Donc ça fait 10 ans que j'essaie d'étudier le phénomène, donc j'en suis largement sortie. Il y a des personnes, comme j'ai dit, que j'avais connu ce phénomène, que je m'en étais sortie, que j'étais sortie de l'emprise de mon ancien conjoint pervers il y a 20 ans, et on pensait que j'ai mis 20 ans à m'en sortir. Non, c'est pas du tout ça, faut pas confondre. J'ai mis un certain temps. Alors je ne saurais pas vous dire combien de temps, mais c'est vrai que ça représente des années, parce qu'il y a toutes les phases que je décris ici dans cette suite d'émissions, c'est-à-dire on peut mettre le curseur pour dire qu'on s'en est sorti, on peut le mettre au moment où on s'en va, où on quitte le pervers narcissique, ou enfin la personne qui nous a agressés, ou alors le moment où on sort de l'emprise,
ou alors le moment où on sort de la peur, parce que ça peut être des moments différents. On peut continuer à avoir peur et ne plus être sous emprise. On peut continuer à être sous emprise et ne plus avoir peur. Mais tout ça, c'est l'évolution qu'on devrait avoir logiquement dans l'idéal pour vraiment guérir. Et puis après, il y a le moment où on reconstruit autre chose. On tourne vraiment la page et on voit la vie autrement parce qu'on s'en donne les moyens aussi. Donc, c'est pas forcément le moment où on refait sa vie, parce qu'on peut très bien ne pas refaire sa vie, amoureusement, peu importe. On n'est pas obligé de reprendre quelqu'un d'autre après. Mais c'est vrai qu'en tout cas, on aborde les relations de manière complètement différente et on est capable à ce moment-là de vraiment pouvoir étudier le phénomène et l'étudier avec assez de recul et puis ensuite pouvoir le transmettre à d'autres ce qu'on en a appris, le théoriser et puis transmettre à d'autres. En tout cas, moi ça a été mon chemin. Voilà, et c'est donc ces 10 dernières années que j'ai pu théoriser les choses. Au départ, je ne les ai pas théorisées du tout, je les ai juste étudiées, ce que les autres en disaient, et pas des psychologues. Je n'ai pas étudié du tout le phénomène sous l'angle psychologique, bien que j'ai étudié les sciences humaines de par cette recherche, mais je ne voulais pas uniquement considérer le phénomène, et je parle bien du phénomène et pas des pervers narcissiques, le phénomène, parce que pour moi c'est un esprit, donc je ferme la parenthèse parce qu'il y a beaucoup à dire là-dessus, je referai d'autres émissions, sous l'angle sociologique, parce que sous l'angle psychologique on tourne en rond, effectivement, que ce soit dans une thérapie, et puis on tourne rond dans l'explication, et puis aussi le souci c'est que beaucoup de psychologues n'ont pas été victimes eux-mêmes. Et la deuxième partie du souci, c'est que souvent, ils ont le défaut d'inverser les choses ou d'être tellement dans le doute, de ne pas vraiment croire les victimes parce que ça leur semble complètement incroyable. Si jamais ils le croient et que parce qu'ils ont été victimes eux-mêmes, alors là, ils en ont très peur. Et tout ce qu'ils savent dire, c'est « Oh là là, attention, faites attention, c'est dangereux. » Mais oui, d'accord, mais comment est-ce qu'on fait pour se protéger ? Si c'est effectivement dangereux, pourquoi est-ce que la dangerosité n'est pas reconnue? Pourquoi les psys ne font rien en gros? Voilà. Donc pour moi, la psychologie n'était vraiment pas suffisante et était même très lacunaire, enfin vraiment, je dirais même contre-productive. Voilà. Donc l'éclairage psychologique fait par des personnes qui s'y connaissent, comme Christophe Dejour par exemple, qui a parlé de la souffrance au travail. Pour ne citer que lui, hein, mais bon, il y a beaucoup de personnes aussi. Isabelle Nazaraga qui a travaillé sur la manipulation perverse aussi. Il y a aussi Madame Poncet-Bonisol, dont je ne me souviens plus du prénom. Donc il y a quand même quelques personnes, et puis bien sûr l'auteur du harcèlement moral, c'est-à-dire Marie-France Irigoyen. Donc il y a d'autres personnes, j'en oublie bien sûr. Ces personnes nous ont donné un éclairage très intéressant sur ce qu'était la perversion narcissique, en tout cas, et jusqu'à effectuer un portrait du pervers narcissique, voilà, qui existe un peu sous le manteau, parce que en fait, c'est pas vraiment reconnu dans le DSM et le CIM, qui sont les manuels de diagnostic et qui servent aux psychiatres et puis à toutes les personnes du monde médical pour diagnostiquer une maladie et puis aussi pour la traiter. Et c'est aussi une manière de pouvoir communiquer entre eux. Donc c'est vrai que comme le profil n'est pas bien défini dans le DSM, etc., même si on le trouve donc sous les traits d'autres, enfin un peu morcelés, on va dire, ici et là, mais on ne pourra pas dire, jamais un psychiatre pourra diagnostiquer, oui voilà, votre ex-épouse c'est une perverse narcissique. Jamais de la vie, jamais il vous le dira les choses comme ça, parce que moi je pense qu'il y a une certaine honte, parce que ça n'est pas réellement reconnu entre eux, et ceux qui parlent de pervers narcissiques sont traités un peu comme des, sauf s'ils ont pignon sur eux, et qui sont hyper reconnus, comme Monsieur Desjours. Mais en fait,
seront un peu pris pour, comment dire, pas pris au sérieux. Voilà, en fait, en gros. Parce que c'est encore un petit peu de la psychologie de bazar et des choses comme ça, quoi. Hein. Un petit peu quand même, je mets entre guillemets, mais c'est un petit peu ça quand même. Donc, je ferme cette parenthèse et je vais donc vous parler de ces fameux biais qui font que vous n'êtes pas cru, pas reconnu, qui vous enferment dans un comportement aussi, donc je vais vous expliquer pourquoi, et qui, à mon avis, vous desservent. Voilà. Donc, selon moi, il faut vraiment perdre ces habitudes-là et je vais vous dire de quoi il s'agit. Alors, d'abord, il s'agit de la façon de vous représenter vous-même la perversion et la manipulation perverse. Oui, j'allais dire l'agression perverse, mais oui, je le dis, l'agression perverse, parce que souvent, vous le représentez comme une maladie. Voilà. Et on tourne en rond parce que c'est une maladie, mais elle n'est pas vraiment reconnue. Enfin, c'est ce que vous disent les psychologues, c'est ce que vous croyez comprendre. Et en entendant qu'on en parle beaucoup sur YouTube, sur les réseaux sociaux, qu'il y a des sites dédiés, qu'on en parle dans des émissions télévisées, des émissions radio, donc dans les médias, et puis qu'il y a des livres sur la question, vous pensez que c'est complètement reconnu et complètement maîtrisé, qu'on sait absolument comment faire pour contrer cela. Et qu'effectivement, si vous vous plaignez que vous avez été victime d'un manipulateur pervers, qu'il suffit de bien savoir identifier avec tous les critères que vous pouvez trouver sur YouTube ou dans certains ouvrages, et puis qu'une fois que c'est bien identifié, et bien en fait les psychologues vont savoir exactement comment faire parce qu'ils ont l'habitude. Voilà. Donc ça, c'est la représentation qu'on peut avoir quand on n'a jamais mis les pieds dans le cabinet d'un psychologue et qu'on n'a jamais eu à lui expliquer qu'on avait été victime de cela. Donc vous vous représentez la perversion comme une maladie. Et tant qu'on reste dans cette représentation nous-mêmes, on n'en sort pas parce qu'on se dit la perversion est une maladie, mais en fait elle n'est pas vraiment reconnue. Donc moi je dis, pas plus que les pervers narcissiques, enfin les personnes qui exercent qui vous agressent de manière perverse et qui vous manipulent, voilà, je préfère dire ça, pas plus qu'elles ne sont malades, pas plus que vous êtes malade d'avoir été victime, quoi, en gros. Donc il ne faut pas vous considérer comme des personnes malades. Mais en fait, ce qui est en train de se passer, c'est qu'il y a une ambiguïté, une ambivalence même, entre le fait que c'est une maladie et que c'est pas vraiment reconnu, donc qui vous dessert complètement. Alors ça, c'est pas votre faute, mais je vais vous expliquer dans les représentations, c'est-à-dire qu'il faut absolument que vous changiez de représentation par rapport à ça. Parce qu'en fait, c'est comme un cercle vicieux. Vous pensez que c'est une maladie, vous pensez qu'on va pouvoir vous aider, vous vous rendez compte que c'est pas possible, et vous vous rendez compte que les psys n'en savent pas plus que vous, et que les pervers narcissiques peuvent continuer. Bon, je dis les pervers narcissiques par simplification, mais je veux dire les personnes qui vous agressent de manière perverse et qui vous manipulent. Eh bien, vous vous rendez compte que ces personnes peuvent continuer d'agir en toute impunité, puisque la justice ne les punit pas tant que ça, est assez tolérante, et puis aussi qu'il y a une telle inversion qui se fait, ces retournements de situation en fait, et une inversion totale qui fait que en fait c'est vous qui allez devenir en gros, enfin qui allez passer pour l'agresseur. En gros, c'est ce dont on se rend compte quand on a été victime. Il faut changer ces représentations. Pour moi, il s'agit d'une agression perverse et les personnes qui vont agresser ne sont absolument pas malades. Alors ils peuvent le devenir parce qu'il y a certainement plusieurs stades, plusieurs niveaux, selon moi, et ils peuvent évoluer certainement vers la psychose, vers d'autres maladies, la mythomanie, la mégalomanie, tout un tas de choses comme ça. Ariane Biran dit aussi que
il y a un rapport avec la paranoïa. Donc moi aussi, c'est ce que je pense effectivement. Il y a aussi ce rapport qui existe. Et puis, il peut y avoir des évolutions ou des maladies connexes, mais dans ce cas-là, de réelles maladies qui sont reconnues en tant que maladies mentales. Voilà. Donc, si vous vous représentez les choses comme une agression, du coup, la perversion, puisqu'il s'agit surtout de la perversion, la racine, c'est quand même ce qui est le plus problématique, c'est pas tellement le narcissisme, c'est la perversion. Or la perversion narcissique, en tout cas le profil qui a été proposé, théorisé comme ça, pour essayer de trouver un profil type et vous expliquer comment sont ces personnes, c'est ce qu'avait fait Marie-France Sirigoyen il y a une vingtaine d'années ou une quinzaine. Eh bien, en fait, pour moi, c'est plutôt un criminel, cette personne, puisque elle pervertit, elle fait du mal aux autres, tout en vous empêchant de vous faire aider, tout en empêchant les autres de vous défendre, en dissimulant, en mentant, etc. Donc, c'est plutôt un crime, c'est plutôt du ressort de la justice. Mais tant qu'on les considère comme des malades, mais qu'en même temps on ne le reconnaît pas, ça permet de faire en sorte que les victimes ne soient pas reconnues réellement, ou alors que ces personnes qui sont dans l'agression, eh bien, soient un petit peu excusées, on va dire, oui, on va dire un petit peu beaucoup, du fait que ce sont peut-être des malades, mais on ne va pas le reconnaître vraiment officiellement. Donc on reste dans le flou. Et comme ça, les victimes restent cantonnées dans le domaine du psychologique et dans le domaine du juridique. Elles n'ont que ça comme réponse. En tout cas, c'est ce qu'on donne comme réponse en France. A priori, d'autres pays nomment les choses différemment et le rattachent à la violence ou aux abus. Donc, je pourrais en parler une autre fois, faire des recherches pour vous donner plus d'informations là-dessus. Donc en fait en France, ça reste cantonné au domaine du psychologique et du juridique, c'est-à-dire le psychologique pour traiter, pour diagnostiquer et pour traiter les victimes, puisque le profil, on va dire, quand on parlait comme les psychologues pervers narcissiques, n'est pas, ils ne sont pas traitables, on ne peut pas les soigner, d'après ce que disent les psychologues, les psychiatres, psychanalystes, etc. Donc en fait, on ne peut pas, on peut traiter seulement les victimes, et ce sont les victimes qui sont donc des malades mentales, puisque ça fait partie de la maladie mentale quand on est en dépression par exemple, ce qui ne manque pas d'arriver suite à une agression perverse. Mais c'est une dépression réactionnelle qui est due à l'agression. Et alors donc justement cette réaction qui est due à l'agression passe pour une maladie mentale. Voilà, donc c'est quelque chose de complètement, comment dire, j'allais dire aliénant. Effectivement, c'est complètement aliénant la manière de solutionner les choses. Donc je me demande, après 10 ans ou 20 ans que je suis sur cette problématique, si ça n'est pas voulu. Voilà, je me pose la question. Alors la seule porte de sortie que l'on donne aux victimes d'agressions perverses, c'est la justice. Mais la justice ne traite pas les cas de manipulation perverse. Pourquoi? Parce que c'est difficile à prouver. Alors je veux dire que c'est difficile à prouver, et en plus l'objet, la manipulation, elle n'est pas, si vous voulez, il n'y a pas de loi contre la manipulation. Voilà, il y a des lois qui sont faites en France, donc par exemple contre le harcèlement, contre la violence, contre la discrimination. Donc ce sont 3 objets pour lesquels vous pouvez faire un procès à quelqu'un. Voilà, mais tant qu'il ne s'est pas passé des faits et non pas des interprétations, parce que le fait de dire cette personne est un pervers narcissique ou est une perverse narcissique, vous voyez, c'est votre interprétation. Il faudrait diagnostiquer la personne, mais comme vous le savez, il n'y a pas de diagnostic possible, ce que je viens de dire au début de la vidéo, au début de cette émission. Et puis,
Donc ça n'est pas répréhensible par la loi, voyez. Donc c'est ce qu'on croit naïvement quand on a été abusé, agressé. Et on pense qu'effectivement, tout ça va pouvoir se résoudre par la justice. Et puis soi-même, on va pouvoir s'en sortir avec quelques séances chez le psy. Et on a tout faux, parce que c'est pas du tout ce qui se passe. Alors, je vais arrêter avec tout ça. Et je vais essayer de me concentrer sur ces fameux biais. Alors, le fait que vous représentiez la perversion d'une certaine manière, ça va se refléter dans la manière d'en parler. Alors, il y a une des choses qui est assez récurrente, que j'entends et que je lis, c'est le fait de dire mon PN, ou alors le mien, ou la mienne, ou ma PN, etc. Alors, quand on dit ma femme PN, c'est pas pareil, parce que là, on a expliqué qu'il s'agissait la personne a expliqué qu'il s'agissait de son ex-épouse, ou sa femme actuelle. Donc, il a expliqué le lien qui la lie, qui le lie, pardon, à cette personne. Mais quand on dit mon PN, on ne sait pas de quel domaine il s'agit. Et donc, on en arrive à dire mon PN comme on dirait mon chéri, ou ma PN comme on dirait ma petite puce. Vous voyez, c'est un petit peu affectif, c'est un petit peu possessif aussi, hein, donc l'adjectif possessif, mon, on n'est pas là pour rien. Donc évidemment, on veut simplifier, moi je vous comprends très bien, parce que j'ai dû le dire une ou deux fois. Mais on veut simplifier en disant, bah, moi, dans mon cas, voilà ce qui s'est passé avec cette personne qui a été, qui m'a agressé ou qui m'a abusé, etc., qui m'a manipulé. Mais vraiment, il faut faire attention parce que les mots nous enferment dans des prisons. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez dit mon PN, c'est un peu dans votre tête, en fait, dans votre inconscient, ça va résonner comme c'est mon PN à moi. Donc en fait, voilà, c'est mon PN à moi, c'est le PN de personne d'autre. Donc avec une idée comme ça, parce que votre inconscient c'est ce qu'il entend, c'est ce qu'il entend quand vous le dites, et à chaque fois que vous le redites, ça reconfirme, oui c'est bien mon PN à moi. Donc en fait, ce ne sera jamais le PN de quelqu'un d'autre, mais en gros, c'est ce que vous dites, inconsciemment bien sûr, et donc bah là vous êtes absolument sûr de jamais vous en sortir. C'est sûr qu'en continuant à parler comme ça, c'est le cercle vicieux, parce que vous vous enfermez dans une prison du langage, vous-même, sans vous en rendre compte, en pensant tout simplement expliquer votre expérience, parler avec d'autres personnes qui ont été victimes, tout simplement, et simplifier les choses. Eh bien non, c'est pas comme ça qu'il faut en parler. Il faut vraiment perdre l'habitude, parce que sinon, vous voyez, il y a ce petit biais, ce petit travers, ce piège du langage, qui fait que finalement vous allez confirmer à chaque fois que vous allez dire mon PN ou ma PN ou mon PN à moi, enfin, ou le mien ou la mienne, vous allez confirmer le fait que il est bien à vous. C'est comme si, oui voilà, il était à vous, il y avait une sorte de possessivité sans vous en rendre compte. Et je sais que c'est pas du tout conscient, que c'est pas du tout voulu, mais c'est le piège du langage. Donc faites attention à ce que vous dites, parce que vous allez vous mettre à penser ce que vous dites et et la réalité va être ce que vous pensez. Vous savez qu'on crée notre propre réalité, mais par le langage, c'est encore plus flagrant. Alors, il y a les petits mots comme mon PN, ma PN. Il y a aussi le fait d'être... quand vous racontez votre histoire, bon, moi j'ai eu à le faire beaucoup, souvent, donc je sais de quoi je parle. On a du mal parce qu'on ne sait pas où est le début, on ne sait pas où est la fin. On ne sait pas forcément ce qui est grave et ce qui n'est pas grave. On ne sait pas ce qui est normal et ce qui n'est pas du domaine du normal. Donc en fait, c'est très 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 difficile de pouvoir raconter, avoir un récit cohérent avec un début, une fin, ce qui s'est passé entre-temps, et de pouvoir résumer les choses. On se perd dans les détails. On n'arrive pas à faire des catégories par rapport aux sortes d'abus qu'on a subis.
Et puis c'est complexifié par le fait que cette personne peut être manipulée aussi d'autres personnes qui vous manipulent à leur tour. Enfin, tout ça est très entremêlé. Donc on a beaucoup de mal à raconter les choses. Et alors, c'est vrai qu'il faut beaucoup de temps. Moi-même, j'ai mis beaucoup de temps à savoir expliquer le début, la fin et ce qui se passait entre-temps et l'expliquer de manière simple, sans que ça dure 2 heures, 3 heures et que je sois frustrée parce que j'ai pas tout expliqué, c'est pas terminé et surtout les personnes n'ont pas forcément envie d'entendre. Voilà. Donc ça, c'est certainement ce que vous vivez au quotidien. Comment dire, pardon, cette frustration. Je trouve pas mes mots, je suis vraiment désolée ce soir. Cette frustration de ne pas pouvoir raconter et puis surtout de ne pas pouvoir être entendu même par des personnes saines qui a priori vous croient parce que c'est très difficile d'entendre des choses extrêmement comment dire, des choses si dures. C'est difficile. Ensuite, après, quand vous êtes de l'autre côté de la barrière et que vous entendez ce que des personnes ont vécu, c'est difficile émotionnellement. Donc, comprenez que les personnes essaient de se protéger et ne veulent pas forcément tout entendre d'un coup. C'est difficile pour elles d'entendre ces choses. Parce qu'une fois que vous allez être parti, la personne va continuer à y penser. Donc, il y a une certaine contagion émotionnelle qui se fait, surtout si vous en parlez à des personnes empathiques. Donc c'est vrai que c'est très difficile d'en parler et qu'il ne suffit pas d'en parler. Mais ce que je veux dire, c'est que lorsque vous parlez de cette souffrance ou de ce que vous avez vécu, même si vous avez l'impression de dire simplement les faits, ce qui s'est passé, c'est quand même énorme pour la personne en face de vous. Donc il ne faut pas en rajouter en expliquant que vous avez une souffrance immense, comme je l'entends souvent. C'est vrai que j'ai eu le tort à un moment donné dans une des vidéos de dire effectivement la souffrance immense parce que c'était pas le mot et je m'en excuse parce que finalement c'était pas une bonne chose parce que je vous ai fait partir dans une représentation et je suis bien consciente de ma responsabilité en faisant ces vidéos. Ça, c'est une petite parenthèse que je fais parce qu'effectivement on a une responsabilité quand on transmet des informations, ce que l'on sait, un enseignement en fait à d'autres personnes. On est responsable de ce que l'on dit parce que ces personnes qui sont souvent dans la détresse et dans la faiblesse, et c'est souvent le cas des personnes qui sont en plein qui se rendent compte qu'elles sont victimes ou qui n'arrivent pas encore à s'en sortir et qui ont besoin d'émissions comme celle-là et de vidéos comme celle-ci, c'est vrai qu'on a une responsabilité. Je ferme la parenthèse. Donc en fait, j'ai dit immense souffrance, mais il faudrait plutôt que vous vous représentiez votre souffrance comme le petit caillou plutôt que comme le gros rocher. Comment faire? En fait, en prenant de la hauteur. Ouais, si vous imaginez que vous êtes la fourmi, le petit caillou, ça va être un énorme rocher pour vous. Ça va pas être un petit caillou parce que vous le voyez en tant que fourmi et vous vous dites bon la seule chose à faire, je peux pas traverser le caillou. Il va falloir que je passe par-dessus. C'est un travail immense, c'est très difficile, c'est hors de ma portée, et c'est une immense souffrance, ce que je vis. Tandis que si vous prenez de la hauteur et que vous êtes l'oiseau dans le ciel qui voit la fourmi avec son caillou, à ce moment-là, vous vous dites, écoutez, c'est qu'un petit caillou, après tout. Puis il y en a d'autres encore sur mon chemin qui arrivent. Donc en fait, et puis on peut le contourner aussi. Voilà. Donc en prenant de la hauteur, on se rend compte que sa souffrance, je ne veux pas dire qu'elle n'est pas si immense que ça, mais la souffrance, elle est provisoire. Elle est là pour un temps. Et si vous utilisez des mots avec un fort impact, qui impressionne beaucoup les personnes à qui vous allez le dire, et qui, comment dire, alors oui, qui impressionne ces personnes, c'est-à-dire les mots de immense, j'entendais aussi, des personnes qui disent incommensurable, énorme, voilà, on est dans les superlatifs, dans l'emphase, donc c'est-à-dire dans le trop, voilà, on exagère un peu. Alors je sais que vous n'exagérez pas quand vous le dites, mais
il vaut mieux, même si vous avez une énorme souffrance, eh bien il faut déjà savoir qu'elle est provisoire. On n'a pas une souffrance comme ça toute sa vie. Vous allez passer par-dessus et un jour, elle ne sera plus là, la souffrance. À la place, ce sera de la joie, ce sera l'émerveillement, vous allez redevenir la personne que vous avez toujours été. Mais si vous restez enfermé, vous vous enfermez vous-même avec ces mots-là. Et aussi des mots comme toujours, euh, il faut toujours faire comme ça, ou il faut jamais. Vous voyez, c'est des mots qui emprisonnent, parce qu'ils laissent aucune porte de sortie. Donc moi, je suis plutôt pour avoir un langage plus nuancé. Réfléchissez bien à ce que vous dites, donc ne parlez pas trop vite ou à tort et à travers. C'est vrai qu'on peut avoir, alors je fais une autre parenthèse, on peut avoir le défaut, et c'était mon cas. C'était mon cas, je l'avoue. On peut avoir le défaut d'être de parler trop, tellement on veut s'exprimer et d'être frustré parce que les autres ne veulent pas forcément entendre tout ça, et d'être un peu des outre-parleurs. Vous savez, il y a les outre-mangeurs, ceux qui mangent trop, d'être un outre-parleur et parler à tort et à travers, aller chercher des informations, un peu comme si on était obsédé parce qu'on n'a toujours pas, on tourne en rond dans notre bocal, on n'a pas trouvé la solution à ce problème de la perversion. Comment ça se fait, la perversion? Comment ça se fait que c'est pas solutionné? Et comment s'en sortir? Comment faire pour être reconnu? Donc tout ça, c'est pas de votre faute. C'est le fait que justement, ça n'est pas reconnu et rien n'est fait pour reconnaître la perversion et donc pour faire en sorte qu'elle n'existe plus, qu'elle soit réellement punie. Donc effectivement, on nous entraîne à cela. C'est-à-dire que l'environnement nous oblige à cela. Mais essayez de parler plus lentement, de réfléchir aux mots que vous allez dire, à la responsabilité que vous avez en disant ces mots, et à essayer de considérer votre souffrance et avec, comment dire, un petit peu en dessous de ce que... Voilà. Parce que vous impressionnerez moins les personnes. Et puis il n'y aura pas cette idée de... Alors ce que j'ai rencontré souvent chez des personnes victimes, mais aussi chez des personnes perverses, parce que les personnes perverses adorent se faire plaindre, et donc elles se sentent en concurrence par rapport à notre souffrance. Je ne sais pas si vous avez remarqué ça, et donc si vous dites ce que vous avez vécu, ah oui mais moi, vous dira la personne qui est perverse, ah mais moi j'ai vécu, et narcissique, ah mais moi j'ai vécu quelque chose de plus grand encore, parce que j'ai eu ça, ça et ça, ah oui effectivement, alors ça c'est encore plus grand. Vous voyez, on est dans une certaine complaisance dans la souffrance, qu'on ne voulait pas forcément au départ en exprimant simplement ce qu'on avait vécu. Mais comme vous avez en face de vous quelqu'un qui est dans la compétition en fait pour avoir la souffrance la plus énorme, vous voyez. Donc voilà, vous voyez un petit peu ce que je veux dire. Je crois que vous comprenez bien ce que je veux dire, certainement, et pour l'avoir vécu. Donc attention aux emphases, à pas l'exagération, mais à trop en dire, trop le répéter. Euh, N'oubliez pas, vos mots influencent vos pensées et vos pensées influencent la personne que vous êtes et la situation dans laquelle vous pouvez rester à cause de cette prison mentale, à cause du piège du langage, qui implique certains pièges du langage. Donc pour s'en sortir, ne pas être dans le trop, voilà, et ne pas avoir bien mesurer l'impact des mots. Et représentez-vous votre souffrance, votre douleur comme quelque chose de provisoire, prenez de la hauteur. Voilà, j'essaie de résumer un peu ce que je viens de dire. Alors, à part le fait de parler du PN comme mon PN, à part le fait d'utiliser des mots avec un fort impact et de vous représenter votre douleur comme si vous étiez la fourmi, mais plutôt prenez de la hauteur comme l'oiseau, hein, qui verrait tout ça de plus haut. Peut-être, s'il le faut, identifiez-vous à ce que j'ai vécu et à la manière dont je m'en suis sortie. Ça peut être un exemple, enfin, moi en tout cas c'est ce que j'espère, pour vous montrer qu'on peut s'en sortir, mais pas seulement, qu'on peut même aller beaucoup plus loin et arriver à théoriser les choses et pouvoir aider d'autres personnes. Donc voilà, si vous êtes fortement empathique et que vous avez envie d'aider d'autres personnes, ben, faites-le pour eux.
C'est-à-dire que, bon, moi, c'est ça, ça m'a beaucoup aidé dans des moments où, très très difficiles. Je me disais, bon, bah, je vais résister, je vais m'en sortir pour pouvoir aider les autres ensuite à s'en sortir, parce que maintenant que j'ai compris jusqu'où ça pouvait aller, maintenant que je comprends les tenants, les aboutissants, et que j'ai pu moi-même beaucoup me renseigner sur la question jusqu'à pouvoir théoriser les choses et puis le transmettre à d'autres, bah justement, il faut le transmettre à d'autres. Je sais qu'à des moments très très durs où, voilà, où j'ai failli passer de l'autre côté, je me disais, bah en fait, je vais pouvoir transmettre tout ça. Et ma vie aura un sens. C'est-à-dire, le fait de rester en vie, ça aura un sens. Voilà, bon, je vais pas aller plus loin là-dessus. Voilà. Alors, un autre biais encore, c'est la généralisation. C'est-à-dire que ça arrive généralement pour des personnes qui sont en train de vivre cette agression, cet abus, cette manipulation, ou bien qui s'en sont pas encore totalement sortis. Mais ils arrivent à voir certaines choses, mais pas tout encore, et ils ont l'impression que ce qu'ils ont vécu, comme ils l'ont entendu dans d'autres cas, c'est généralisable, et on va faire une règle, on va par induction, c'est-à-dire que si je l'ai vécu, alors d'autres personnes peuvent le vivre aussi, et de la même manière, exactement de la même manière. Et ils ont en tête, quand ils parlent, justement, c'est pour ça que je dis, on parle des pervers narcissiques par simplification, mais c'est vraiment pas ce que je voudrais. Moi, je parle vraiment d'agression perverse, d'abus ou de manipulation. Donc en fait, ils en parlent, ah oui, le pervers ou la PN agit comme ça, toujours comme ça, ne faites jamais telle chose, etc. Alors déjà, en parlant avec des toujours et des jamais, on fait peur aux autres victimes. Déjà que moi, ce que j'ai à leur dire, ça peut leur faire peur, parce qu'effectivement, ça veut dire que généralement, quand on a été victime, on en a pour plusieurs années, notamment si on a été victime aussi enfant. Mais tout ça, il faut leur dire pour qu'ils puissent voir les choses en face, ne pas être dans le déni, et se dire, bon ben d'accord, ok, c'est ce qui m'est arrivé, je vais prendre les choses en main, je vais m'en sortir. En même temps, ça peut leur donner la force, quand en même temps on leur dit à quel point c'est difficile, il faut pouvoir leur donner les clés pour ça. Sinon, vous n'oubliez pas qu'on est responsable de ce qu'on transmet aux autres. Donc en fait, si on leur dit effectivement ça va être difficile, il faut leur donner des clés pour les aider. Donc je pense que il vaut mieux pas trop s'aventurer sur les conseils ou sur expliquer à quel point c'est dur, à quel point c'est difficile à d'autres personnes qui sont en train de vivre ça. Parce qu'il y a aussi une certaine fragilité, une certaine... elles sont dans un moment où elles sont extrêmement fragiles. Et puis aussi, en généralisant, vous pouvez vous tromper. Et généralement, vous vous trompez. Parce que vous, ce que vous avez vécu, vous le voyez sous les traits de cette personne perverse qui a tous les mots, qui concentre tous les mots pour vous, qui est presque le diable, c'est ce que j'entends souvent, et je vous expliquerai pourquoi je ne suis pas d'accord avec ce terme. Et donc en fait, je ferme ma parenthèse, j'en ouvre beaucoup, mais je les ferme aussi pour ne pas trop dévier. Alors, donc en fait, vous vous représentez cette personne, vous l'avez en tête lorsque vous en parlez. Mais il peut y avoir tout un tas de... La situation peut être plus complexe que simplement la relation d'une personne saine avec une personne qui serait plutôt perverse. Voilà, il peut y avoir tout un tas de choses. Vous pouvez être manipulé par plusieurs personnes qui sont perverses en même temps. Voilà, ça peut vous induire en erreur. Donc je pense qu'il faut attendre pour en savoir beaucoup plus sur la question et laisser les personnes qui savent vraiment de quoi ils retournent parler aux victimes. Voilà, pour ne pas faire du mal, justement, sans le vouloir, hein, bien sûr, mais simplement en voulant aider. Alors, voilà ce que je voulais dire, la généralisation.
Un autre travers aussi, je finirai là-dessus. Ça fera la transition avec une autre émission que je ferai. Vous verrez pourquoi par la suite. Si vous me suivez toujours, si ça vous intéresse toujours, si vous trouvez que je ne fais pas trop de parenthèses et que je ne dévie pas trop. Alors, un autre travers, c'est l'intellectualisation. Voilà, vouloir intellectualiser ce phénomène quand justement on n'a pas encore tous les tenants, les aboutissants, ou alors qu'on les a, mais qu'on se fourvoie parce qu'on va dans une voie qui serait celle justement de personnes qui nous font douter, effectivement, et on peut tomber dans ces filets-là de cet intellectualisme qui nous fait verser soit dans le victimisme, alors j'invente des mots aujourd'hui, hein. Ne faites pas attention, c'est le jour. Oui, c'est-à-dire, j'appelle ça le victimisme, c'est-à-dire que le fait de vouloir faire passer les gens pour des victimes et être dans la complaisance, à la fois dans la complaisance, donc le victimisme, ça serait ça, être dans la complaisance, et puis l'intellectualisme, en fait, il y a deux courants, il y a la complaisance avec le victimisme, selon moi, et puis la perversion déguisée, voilà, qui vous prend dans ses filets, et elle se dit, c'est bon, je vais récupérer en plus des victimes, et en plus, je vais leur dire que c'est leur faute, ils sont victimes. Donc ça, c'est ce que je vois aussi chez certains youtubeurs, voire certains psys aussi, certaines personnes du domaine médical, etc., certaines personnes qui sont dans le social aussi. C'est-à-dire que elles prennent dans leur filet les personnes qui sont victimes, en leur disant que c'est des victimes, etc., les pauvres, etc., pour après, quand elles sont bien, qu'elles ont bien confiance, etc., leur faire comprendre qu'en fait c'est un petit peu leur faute, ce qui s'est passé un petit peu beaucoup. Alors je ne dis pas on a notre responsabilité en tant que victime, mais en leur disant que tout est de leur faute et que c'est même elles qui provoquent, voire qui provoquent, et en généralisant à outrance, enfin vous avez bien compris que c'est pas du tout des personnes qui cherchent comment dire, des constantes, cherchent à théoriser quelque chose, à aider réellement les personnes, mais plutôt à avoir raison, à généraliser à outrance, à avoir les personnes sous emprise, hein, en gros, mais en fait, ce sont des personnes qui ne sont pas du tout, comment dire, pas du tout fiables. Mais malheureusement, il y a beaucoup de victimes qui se font prendre dans ces filets-là. Et ça, c'est un autre piège. Parce qu'elles veulent intellectualiser, elles se disent que ces personnes sont fiables, que ce sont des personnes qui sont, parce qu'elles sont sur YouTube, ou parce qu'elles ont le titre de psychologue, par exemple, ou elles se le donnent. Voilà. Donc, en fait, elles se disent que ces personnes sont fiables. Et puis, comme les personnes, les victimes qui tombent dans ces filets versent dans l'intellectualisme, c'est-à-dire ont besoin de chercher des réponses à leurs questions, de chercher le pourquoi, le comment, etc. En fait, elles vont se laisser prendre par des sophismes, des distorsions dans le raisonnement, sans voir tout cela, évidemment, sans voir cette manipulation. Et sans voir qu'elles se font manipuler par des personnes qui sont censées les aider ou qui disent vouloir les aider, mais qui en fait les perdent complètement, les font douter encore plus, et elles essaient de les avoir sous emprise pour les manipuler et leur faire du mal, en fait, hein. Donc c'est quand même de la perversion. C'est complètement même de la perversion. Alors j'en parlerai dans une autre vidéo que je vais consacrer à cela, mais il faut le temps de faire des recherches nécessaires, supplémentaires, parce que ce que j'en sais n'est pas suffisant pour l'instant, donc ça ne sera pas pour tout de suite. Voilà. Alors j'ai autre chose à vous dire, voilà, pour cette émission qui était un petit peu longue. Alors ce que j'ai à vous dire, c'est que à partir d'octobre, je ferai beaucoup moins d'émissions ou de vidéos, parce que je voudrais me consacrer à l'écriture. Voilà, ce serait l'écriture justement de tout ce que j'ai pu vous transmettre à travers mes vidéos jusque-là et les émissions dernièrement.
Ce qui veut dire que vous n'aurez plus beaucoup de vidéos après octobre et que vous pourrez m'écrire donc à pntheorie@gmail.com. Je répondrai si vous avez des questions personnelles. Et ça veut dire aussi que d'ici là, si vous avez des choses qui vous intéressent ou des sujets que vous voulez voir traités et qui peut-être intéresseront d'autres personnes aussi, eh bien dites-le moi dans les commentaires et j'essaierai de traiter les sujets autant que je le pourrai. Voilà. Voilà, alors comme d'habitude, je vais vous dire à très bientôt pour une prochaine. Et puis, surtout, prenez soin de vous. Prenez soin de vous. Ou des missions en projet d'ici octobre, peut-être un peu moins, mais bon, pas mal. Et puis, voilà, je suis vraiment désolée. Je reprendrai les choses après. Je ne sais pas du tout si ça va me manquer ou pas. Mais ce que je sais, c'est que j'ai absolument besoin d'écrire. Et que en restant dans les vidéos, c'est un petit peu, comment dire, c'est un petit peu un piège aussi parce que on n'en sort pas. Et plus on avance et plus il y a de choses à dire. Et je préférais quand même mettre sur papier ce qui a déjà été, ce que j'ai déjà théorisé, ce qui est différent de ce que disent justement beaucoup de psychologues ou alors d'autres personnes qui ont travaillé sur le sujet. Et je pense que ça peut être une avancée importante. Voilà. Voilà ce que je voulais dire. Donc, d'ailleurs, si vous voulez m'encourager, je ne suis pas contre. Les encouragements, c'est toujours intéressant, même si je suis bien décidée à le faire. Et puis, je pense que ça vous aidera peut-être à patienter, de savoir ce que je fais pendant ce temps-là. Alors, comme d'habitude, je vous dis à bientôt pour une prochaine. Et d'ici là, prenez soin de vous.